Imaginez un peuple qui se libère de l'esclavage, combat l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque, gagne son indépendance. Mais qui, quelques années plus tard, est contraint de payer une somme astronomique à ses anciens bourreaux, simplement pour avoir voulu être libre. Ce peuple, c'est le peuple haïtien. Et cette histoire, ce n'est pas une légende, c'est une vérité historique encore trop peu connue. Aujourd'hui, on plonge dans ce que la France cache encore sur l'indemnité imposée à Haïti. Une dette qui n'a pas seulement ruiné une nation, mais qui pèse encore sur l'économie, la mémoire et la dignité d'un pays libre. Let's get started. Résonance. J'espère que vous allez bien. Avant d'être connue sous le nom d'Haïti, la colonie française de Saint-Domingue était la colonie la plus rentable au monde. On l'appelait souvent la perle des Antilles. Cette immense richesse, cependant, reposait sur une fondation de profondes souffrances humaines. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue produisait près de la moitié de tout le sucre et le café consommés en Europe. Cette incroyable production économique n'était pas le résultat de l'innovation ou du commerce équitable. Elle était extraite par l'esclavage brutal et systématique de centaines de milliers de personnes venues d'Afrique. Elles étaient forcées de travailler dans des conditions horribles sur de vastes plantations, leur vie étant traitée comme des marchandises jetables dans la poursuite incessante du profit pour les planteurs français et la couronne française. La société de Saint-Domingue était un système de caste rigide et violent. Au sommet se trouvaient les colons blancs, les grands blancs qui possédaient les plantations, et les petits blancs qui travaillaient comme surveillants, artisans et boutiquiers. En dessous d'eux se trouvaient les personnes appelées mulâtres, les gens de couleur mixte, dont beaucoup étaient nés de propriétaires blancs et d'esclaves noirs. Ils possédaient des biens, et même des esclaves eux-mêmes, mais se voyaient refuser tous les droits des citoyens français. Tout en bas, dépassant de loin tout le monde, se trouvait la population asservie, comptant près d'un demi-million en 1789. Ils enduraient une cruauté inimaginable, avec une espérance de vie courte et aucun espoir de liberté, leur humanité étant constamment niée par le système même qui dépendait entièrement de leur travail forcé. Cette machine coloniale était conçue pour une extraction maximale. Les matières premières, récoltées par des mains asservies, sucre, café, indigo et coton, affluaient directement vers les ports français comme Bordeaux, Nantes et Le Havre, alimentant l'expansion de l'économie française. La richesse générée par la sueur et le sang des esclaves ne restait pas dans la colonie. Elle construisait des demeures opulentes en France, finançait les industries françaises et remplissait les caisses de l'État français. Saint-Domingue n'était pas un partenaire dans cette entreprise. C'était une ressource à exploiter, ses habitants un moyen d'atteindre une fin. L'immense prospérité de la France était inextricablement liée à l'immense misère des gens qu'elle asservissait dans les Caraïbes. La tension au sein de ce système brutal était toujours latente. Les idéaux de liberté, égalité, fraternité qui résonnèrent de la Révolution française en 1789 résonnaient puissamment, mais paradoxalement, au sein de la colonie. Pour les planteurs blancs, cela signifiait plus d'autonomie vis-à-vis de Paris. Pour les gens de couleur mixte, cela signifiait la promesse de droits égaux. Pour la majorité asservie, cependant, ces mots avaient la signification la plus radicale de toutes, l'abolition complète et totale de leur chaîne. Les graines de la Révolution étaient de planter dans le terreau fertile de l'injustice extrême, attendant le bon moment pour éclater et briser l'ordre colonial pour toujours. La révolution haïtienne a débuté en août 1791 avec un soulèvement coordonné des personnes asservies dans les plaines du nord de Saint-Domingue. C'était un événement que le monde colonial avait toujours craint, mais n'avait jamais cru possible à une telle échelle. Menée par des figures comme Boukman, Jean-François et Biassou, l'insurrection fut un torrent de juste fureur contre des siècles d'oppression. Les plantations furent incendiées et les symboles de l'esclavage furent systématiquement détruits. Ce n'était pas seulement une révolte, c'était une guerre pour la dignité humaine, une déclaration que les esclaves n'accepteraient plus leurs conditions. Le choc initial a envoyé des vagues de terreur à travers la classe des planteurs et a déconcerté les observateurs européens qui ne pouvaient pas comprendre un tel défi coordonné et puissant à leur domination. La révolution a évolué en un conflit complexe et long,
Durant plus d'une décennie, ce fut une guerre à plusieurs fronts, impliquant des alliances changeantes entre les anciens esclaves, les gens de couleur mixte, les loyalistes français, les forces espagnoles du Santo Domingo voisin et les Britanniques, qui cherchaient tous à contrôler la précieuse colonie. De ce creuset de chaos émergea un brillant leader militaire et politique, Toussaint Louverture. Ancien esclave, Louverture devint le commandant des armées rebelles. Il navigua habilement dans le paysage politique périlleux, chassant les envahisseurs espagnols et britanniques et obtenant finalement le contrôle de toute l'île d'Hispaniola en 1801, où il abolit formellement l'esclavage. Le succès de Louverture était un défi direct à l'ordre napoléonien. En 1802, Napoléon Bonaparte, déterminé à rétablir l'esclavage et à restaurer le système colonial rentable, envoya une force expéditionnaire massive dirigée par son beau-frère, Charles Leclerc, pour écraser la rébellion. Les forces françaises réussirent initialement, capturant Louverture par la ruse et le déportant dans une prison des Alpes françaises, où il mourrait plus tard. Cependant, la lutte pour la liberté ne mourut pas avec lui. La trahison et l'intention française claire de ramener les chaînes de la servitude galvanisèrent les généraux haïtiens restants, notamment Jean-Jacques Dessalines, à poursuivre la lutte avec une férocité et une détermination renouvelées. Dessalines, un commandant connu pour sa résolution inébranlable, mena la phase finale et brutale de la guerre d'indépendance. Face à l'armée française, les forces haïtiennes remportèrent une victoire décisive à la bataille de Vertières en novembre 1803. Cette victoire fut monumentale. Elle marqua la première et unique fois dans l'histoire qu'une rébellion d'esclaves aboutissait à la création d'une nation indépendante. Le 1er janvier 1804, Dessalines déclara l'indépendance d'Haïti, reprenant le nom indigène Taïno pour la terre. La naissance d'Haïti fut une lueur d'espoir pour les esclaves du monde entier et un précédent terrifiant pour les puissances esclavagistes à travers le globe. La déclaration d'indépendance d'Haïti fut accueillie avec hostilité et isolement par la communauté internationale. Les grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis, étaient elles-mêmes des nations esclavagistes et refusaient de reconnaître un État fondé par d'anciens esclaves. Elles craignaient que la contagion de la liberté haïtienne n'inspire des révoltes sur leur propre territoire. La France, en particulier, était consumée par un sentiment d'humiliation et un désir de vengeance. Elle avait perdu sa colonie la plus précieuse, une source d'immense richesse nationale, et subi une défaite militaire aux mains de ceux qu'elle avait autrefois considérés comme de simples biens. Le gouvernement français et le puissant lobby des anciens planteurs refusaient d'accepter cette réalité. Pendant 2 décennies, la France a maintenu une posture menaçante. Des navires de guerre français planaient près des côtes haïtiennes, un rappel constant de la menace de réinvasion et de réesclavage. Ce danger imminent a forcé Haïti à maintenir une armée importante et coûteuse, détournant de précieuses ressources de la reconstruction de son économie déchirée par la guerre. Le gouvernement français, poussé par les colons dépossédés qui exigeaient une compensation pour leurs biens perdus, qui incluait les êtres humains qu'ils avaient asservis, tramait sa vengeance. L'objectif n'était pas seulement de punir Haïti, mais d'en faire un exemple, de démontrer que la liberté du joug colonial aurait un prix insupportable. Le moment de la vérité arriva en juillet 1825. Le roi Charles XVII de France envoya une flotte de 14 navires de guerre vers la côte de Port-au-Prince. Il adressa un ultimatum sans équivoque au président haïtien, Jean-Pierre Boyer. Haïti avait le choix, soit accepter de payer une indemnité de 150 millions de francs à la France pour compenser les anciens esclavagistes, soit faire face à une invasion militaire à grande échelle et un blocus économique. La somme était astronomique, représentant environ 10 fois le revenu annuel d'Haïti à l'époque. C'était une demande conçue non pas pour le remboursement, mais pour la subjugation. Piégé et sans alliés, Boyer n'eut guère d'autre choix que de capituler face à cet acte extraordinaire d'extorsion internationale. Cette soi-disant indemnité était en réalité une rançon. Haïti fut forcé de payer pour sa propre liberté, de compenser les personnes mêmes qui avaient profité de son asservissement. C'était une logique perverse qui valorisait la propriété des esclavagistes au-dessus des vies et de la liberté des esclaves. Pour garantir le premier versement du paiement, Haïti fut forcé de contracter un prêt auprès d'une banque française, entamant un cycle d'endettement qui paralyserait la nation pendant des générations. Cet accord, signé sous la menace des canons, n'était pas un traité entre égaux. C'était l'imposition d'un fardeau punitif
qui assurerait la subordination économique d'Haïti à la France pour le siècle suivant. Le fardeau de la dette de 150 millions de francs fut immédiat et catastrophique pour l'économie haïtienne. Le prêt initial contracté auprès de la banque française était assorti de taux d'intérêt exorbitants, plongeant Haïti dans une spirale d'endettement dès le début. Le gouvernement haïtien dut consacrer la grande majorité de ses revenus au paiement de la France. Cela signifiait qu'il ne restait pratiquement plus d'argent pour le développement national essentiel. Les fonds qui auraient dû être utilisés pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes et d'autres infrastructures critiques furent plutôt expédiés de l'autre côté de l'Atlantique pour enrichir les descendants des anciens colons et les institutions financières françaises. L'avenir de la nation était hypothéqué pour payer les crimes commis contre son peuple. Au cours des décennies suivantes, la dette a étouffé tous les aspects de la vie haïtienne. Pour générer les liquidités nécessaires, le gouvernement fut contraint d'imposer de lourdes taxes à ses citoyens, principalement la paysannerie rurale qui cultivait le café et d'autres cultures. Cette taxation a appauvri les personnes mêmes qui étaient là l'épine dorsale de l'économie du pays. La pression pour respecter le calendrier de paiement a conduit à des politiques favorisant les cultures d'exportation au détriment des aliments destinés à la consommation locale, rendant le pays vulnérable aux pénuries alimentaires. La dette a effectivement institutionnalisé la pauvreté, empêchant l'accumulation de capital national et garantissant qu'Haïti reste une société pauvre et agraire dépendante des puissances étrangères. L'arrangement financier fut une aubaine pour les banques françaises. La dette initiale fut finalement réduite à 90 millions de francs en 1838, mais au moment où Haïti effectua son dernier paiement en 1947, elle avait payé bien plus que le montant initial dû aux intérêts accumulés sur les divers prêts qu'elle avait été forcée de contracter. La banque française qui a géré le prêt initial, la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que sa filiale, le Crédit industriel et commercial, ont tiré d'énormes profits de cette transaction. Essentiellement, le capitalisme financier français se construisait, en partie, sur l'étranglement économique continu de la Première République noire. Ce transfert de richesse, qui a duré un siècle, a eu des conséquences profondes et durables. Il a enfermé Haïti dans un état de sous-développement dont elle ne s'est jamais complètement remise. Alors que d'autres nations connaissaient l'industrialisation et la modernisation, Haïti était piégé dans une relation néocoloniale, forcé de canaliser ses ressources à l'étranger. La dette a empêché l'établissement d'un État stable et d'une économie florissante, contribuant à l'instabilité politique, à la pauvreté et à la vulnérabilité qui ont caractérisé une grande partie de son histoire. La rançon payée pour la liberté a garanti que la véritable souveraineté économique resterait insaisissable pendant plus de 100 ans. Le dernier paiement de la dette d'indépendance a été effectué en 1947, mais les cicatrices économiques et sociales qu'il a laissées sur Haïti sont encore visibles aujourd'hui. Le siècle de paiement forcé a créé un héritage d'extrême pauvreté, d'institutions faibles et de dégradation environnementale qui continue d'affliger la nation. Cette histoire n'est pas une note de bas de page. Elle est une explication centrale des défis profondément enracinés auxquels Haïti est confronté. Pourtant, pendant des décennies, cette histoire a été largement ignorée par la communauté internationale et activement obscurcie par la France. Le gouvernement français n'a jamais présenté d'excuses formelles pour l'extorsion, ni n'a-t-il entièrement ouvert ses archives historiques liées à l'indemnité, maintenant un silence persistant et révélateur sur la question. Au début des années 2000, cette histoire cachée a été remise en lumière. En 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide a lancé une campagne formelle exigeant que la France rembourse la dette. Son administration a commandité des études qui ont calculé la valeur de l'argent extorqué à Haïti, estimant son équivalent moderne, y compris les intérêts, à plus de 21 milliards de dollars. Cet appel à la restitution n'était pas seulement une question d'argent, c'était une exigence de justice historique, de reconnaissance du tort profond qui avait été commis. La demande, cependant, a été accueillie par une opposition rapide et décisive de la part de la France, qui a rejeté la revendication purement et simplement, et, peu après, a joué un rôle dans le coup d'État de 2004 qui a renversé Aristide du pouvoir. La lutte pour la reconnaissance continue,
Des universitaires, des activistes et des journalistes haïtiens et internationaux ont travaillé sans relâche pour faire connaître les faits de la rançon à un public plus large. Des enquêtes révolutionnaires, comme celle publiée par le New York Times, ont méticuleusement documenté le flux d'argent et exposé les mécanismes par lesquels Haïti a été vidé de sa richesse. Ces efforts remettent en question les récits persistants qui blâment Haïti pour sa propre pauvreté, déplaçant l'attention vers les forces externes et historiques qui ont activement entravé son développement. L'histoire de la dette est un puissant contre-récit à des siècles de condescendance raciste. Se souvenir de cette histoire est crucial pour comprendre le présent. Elle révèle les racines profondes de l'inégalité mondiale et les façons dont l'exploitation coloniale a façonné le monde moderne. Le courage du peuple haïtien, qui non seulement a lutté pour et gagné sa liberté, mais a ensuite enduré plus d'un siècle de punition pour cette victoire, est un témoignage de leur incroyable résilience. L'appel à la restitution est un appel à la France pour qu'elle affronte son passé colonial et reconnaisse une dette qui n'est pas seulement financière, mais morale. Reconnaître cette injustice est une étape vitale vers la construction d'une relation plus juste entre les nations et l'honneur de la dignité d'un peuple qui a payé 2 fois pour sa liberté. L'indemnité imposée à Haïti n'est pas qu'un fait historique. C'est un système de prédation économique maquillé en dette légitime, un crime moral, économique, diplomatique. Et tant que la France n'aura pas reconnu ni réparé cette injustice, l'histoire d'Haïti ne pourra pas être racontée honnêtement, ni en France, ni dans les livres, ni dans les cœurs. Ce que la France cache encore, c'est que le combat d'Haïti pour sa liberté est aussi un miroir tendu à l'Occident, un miroir que certains préfèrent briser plutôt que de regarder en face. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Parlons-en, car l'histoire ne change que quand on ose la regarder en face.